Goth. Goth. Je vais t'élever pour être une chèvre. Tu vivras comme une chèvre et ton destin sera enterré pour toujours. Dans la communauté de Udukinshine, tout le monde faisait semblant de s'occuper de ses propres affaires. Mais de petites choses inhabituelles s'y produisaient de temps en temps. Les gens les remarquaient, mais ils n'en parlaient presque jamais ouvertement. L'une de ces choses inhabituelles commença un matin ordinaire, lorsqu'une jeune fille sortit de sa maison en portant quelque chose qui n'était pas le vêtement habituel que les gens attendaient. Cette jeune fille s'appelait Oku, une fille timide et belle, qui gardait toujours la tête baissée. Sa belle-mère, Lady Modesta, la forçait à ne porter que des vêtements faits d'herbe. Elle les portait à l'école, à l'église, au marché. En réalité, elle les portait partout, alors que les autres filles de sa classe portaient de vrais uniformes scolaires. Oku marchait comme une marmite de moquerie. Les gens bavardaient derrière elle tous les jours, comme si elle était une célébrité locale. Les enseignants la prenaient en pitié dans leur cœur, mais n'intervenaient jamais. Les garçons bêlaient comme des chèvres derrière elle lorsqu'elle passait, se moquant de son apparence et riant du bruit que faisait l'herbe sèche à chacun de ses pas. Pendant ce temps, ses deux demi-sœurs, Felindra et Marilla, portaient des vêtements importés de seconde main venus de Cotonou. Elles posaient comme des reines et riaient d'elle chaque jour. Lady Modesta observait Oku chaque jour avec un feu caché dans les yeux. Elle détestait sa beauté, et elle détestait la façon dont son visage continuait de briller malgré la honte qu'elle lui imposait. Avant la mort du père d'Oku, il aimait profondément la mère biologique de celle-ci. Leur histoire d'amour était le genre d'histoire que les gens racontaient encore des décennies après. Mais Lady Modesta n'avait jamais supporté ce souvenir. Elle avait épousé le père d'Oku après qu'il soit devenu veuf, mais elle vivait toujours dans l'ombre de la femme qui l'avait précédée. On disait que la mort du père avait été soudaine. Elle était arrivée comme un voleur dans la nuit, sans explication, sans avertissement. Une semaine, il était en bonne santé et travaillait. La semaine suivante, il était parti. Après l'enterrement, Lady Modesta se transforma en vampire. Elle s'installa dans la chambre principale, prit le contrôle de la maison et enferma toutes les affaires de la mère d'Oku. Sous son lit, elle plaça une boîte en bois brun. À l'intérieur se trouvait quelque chose de puissant, un pagne en soie, une aiguille en argent et une courte lettre écrite à la main. Cette boîte contenait une bénédiction destinée à Oku, une bénédiction que sa mère avait gardée pour l'avenir de sa fille. Mais la belle-mère la trouva en premier. Elle lut la note. Elle comprit ce qu'elle signifiait. Et, à partir de ce jour, elle décida que Oku ne devait jamais s'élever. Elle devait rester en bas. Elle devait rester moquée. Elle devait vivre comme une chèvre. Chaque matin, elle allait chercher de l'herbe fraîche derrière la maison et forçait Oku à s'asseoir par terre pour tresser sa tenue depuis le début. Ce n'était pas seulement une humiliation, c'était une punition, et c'était son plan final. Si Oku devenait une plaisanterie publique, aucune prophétie ne pourrait se manifester. La belle-mère voulait enterrer son destin avant que le monde ne remarque qu'elle en avait un. Un jour, après une longue journée d'école remplie d'insultes, Oku s'assit seule sous le manguier derrière la maison. Elle était fatiguée de pleurer, fatiguée de se cacher, fatiguée de laisser la douleur la dévorer. En passant sa main sur la jupe d'herbe qu'elle était obligée de porter, quelque chose cliqua dans son esprit. Et si je rendais cette herbe plus belle? Cela semblait idiot, même pour elle, mais elle prit une longue feuille d'herbe, l'enroula finement comme une extension capillaire, puis en tordit deux ensemble pour créer une petite tresse. Puis elle en tressa 3, puis 5. Bientôt, elle eut un petit ornement. Il ressemblait à quelque chose que l'on pourrait accrocher à un collier. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Oku sentit une petite étincelle en elle. Elle commença à expérimenter l'herbe chaque jour. Elle tissa de minuscules motifs dans la jupe autour de sa taille. C'était maladroit au début, mais cela devint meilleur. En 2 semaines, sa tenue d'herbe commença à prendre forme. Ce n'était plus de l'herbe au hasard. Cela commençait à ressembler à un véritable design. Les filles de sa classe riaient encore d'elle. Elles l'appelaient « femme de brousse ». Elle disait que ses vêtements ressemblaient au toit d'une vieille maison en terre. Elle se moquait d'elle chaque jour. Mais il y avait une personne qui ne riait pas, Sula Agban. Il était réservé. Il aimait dessiner des motifs et fabriquer de petits objets en bois. Parfois, les enseignants disaient qu'il était trop intelligent pour son propre bien. Mais quand Sula regardait les tissages d'herbe d'Oku, il ne voyait pas la honte.
Il voyait l'innovation. Oku, l'appelait-il un après-midi, alors qu'elle réparait sa jupe. Ce que tu fais là, c'est de l'art. Ne t'arrête pas. Ces mots portaient un poids. Sa voix contenait de la croyance. Et, à partir de ce moment-là, Oku décida qu'elle ne s'arrêterait plus. Elle pousserait ce talent encore plus loin. La belle-mère remarqua la nouvelle confiance d'Oku et devint mal à l'aise. Elle voulut la briser immédiatement. Alors, un samedi matin, elle força Oku à porter plusieurs bidons d'huile de palme au marché, et lui imposa une grande jupe en herbe fraîche, non pas celle qu'Oku avait embellie, mais une énorme jupe sale qu'elle avait coupée ce matin-là. « Que tout le monde voie ta folie !» cria la femme. Oku attacha l'herbe autour de sa taille et partit pour le marché. Comme prévu, les rires la suivirent comme des mouches affamées poursuivant une mangue mûre. Les vendeuses de tomates la pointaient du doigt en riant. Les colporteurs s'arrêtaient pour la regarder et les enfants criaient « Regardez, regardez !» Elle ressemble au toit en herbe du garage du mécanicien. Oku continua de marcher. Elle tenait fermement les bidons, malgré ses mains tremblantes. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Elle s'arrêta pour ajuster la corde du fardeau qui lui entaillait l'épaule. En se penchant légèrement, le soleil frappa sa jupe. Les rayons rebondirent sur les motifs qu'elle avait tissés. Oku avait secrètement changé pour son bel ensemble en herbe. Les gens s'arrêtèrent et poussèrent des exclamations de surprise. Au même moment, une femme grande, élégante, portant des lunettes de soleil, passait. Sa présence seule attirait l'attention. C'était l'amie, une femme moitié ghanéenne, moitié soudanaise, venue au Nigeria pour un court séjour de recherche. Elle remarqua la façon dont la lumière se reflétait sur la jupe d'Oku et fut émerveillée. Elle ne rit pas comme les autres. Elle ne se moqua pas. Elle sortit silencieusement son téléphone et prit une photo. Puis une autre. Puis encore une autre. Personne autour d'elle ne savait qui elle était. Mais ailleurs dans le monde, elle avait des connexions. De profondes connexions dans la mode. 2 jours après cette humiliation au marché, l'amie envoya les photos de la jupe d'Oku à une petite agence de repérage appelée Crèche Studio. La chef de l'équipe, Chidrakin, fut choquée. Elle zooma sur chaque photo. Elle remarqua la précision du tissage. Elle remarqua les motifs. Elle remarqua l'histoire. Quelque chose dans ces brins d'herbe semblait iconique. En quelques heures, Crèche Studio répondit. Nous devons trouver cette fille. L'amie ne perdit pas de temps. Elle partagea l'emplacement de la communauté. Les emails et appels commencèrent à circuler comme la foudre entre les 2 femmes. 2 semaines plus tard, un SUV noir entra lentement dans Udukinshine. Personne n'avait jamais vu une voiture pareille. Le véhicule se gara devant l'école d'Oku. 2 personnes en descendirent, un photographe et une recruteuse de talent. Ils entrèrent dans la cour, et l'école se figea. Oku était sous le manguier à la récréation, tissant silencieusement de nouveaux motifs. Elle ne savait même pas pour qui elle tissait, mais quelque chose en elle refusait d'arrêter. Soudain, elle leva la tête et vit 2 étrangers devant elle, appareil en main. « Es-tu la fille en herbe ?» demanda l'un d'eux. Oku hocha doucement la tête, le cœur rempli de pensées. « Nous voulons prendre quelques photos de tes magnifiques tenues en herbe. Nous voulons les envoyer à notre studio. Nous pensons que tu as quelque chose de spécial. » Tous les élèves regardaient. Les enseignants retenaient leur souffle. Les flashs claquèrent. Les rumeurs s'enflammèrent. La fille en herbe est repérée. Quelques minutes plus tard, la belle-mère arriva en courant. L'un de ces oiseaux de commérage l'avait prévenue. Elle entra en furie dans la cour et tenta d'arracher Oku au recruteur. Elle cria qu'Oku n'avait pas le droit de parler à des étrangers, mais les recruteurs se tinrent fermement devant elle. « Vous ne pouvez pas empêcher cela. Cette fille mérite une chance. » Pour la première fois de sa vie, quelqu'un se plaça entre Oku et cette femme cruelle. La belle-mère sentit la guerre monter en elle. Son visage s'assombrit. Le destin venait de s'aligner. Crèche Studio fixa une date pour emmener Oku en ville pour une séance d'essai. L'école était en ébullition. Certains élèves riaient encore d'elle, mais même leur rire semblait nerveux maintenant. Quelque chose changeait, et la belle-mère le sentait. La veille du voyage, alors que tout le monde dormait, Lady Modesta entra discrètement dans le coin où dormait Oku. Elle ramassa tous les tissages d'herbe qu'Oku avait préparés pour la séance photo,
et elle mit le feu à tout derrière la maison. Lorsqu'Oku se réveilla et vit les cendres, elle s'effondra en larmes, son cœur se déchirant. Sula entendit ses pleurs depuis sa rue et accourut. En voyant les cendres, il prit une décision immédiate. Il sauta la clôture, ouvrit en cachette le dépôt de sa famille et apporta des brassées d'herbes fraîches à Oku. « Nous allons tout refaire cette nuit, dit-il. » Ses larmes séchèrent. Ils restèrent éveillés toute la nuit, tissant sous la lune. Vers 4 heures du matin, les demi-sœurs tentèrent de verrouiller la maison pour l'empêcher de partir. Sula ouvrit une fenêtre, aida Oku à passer, prit les pièces d'herbe et ils coururent. Ils atteignirent la route principale juste avant l'aube. Lorsque les premiers rayons touchèrent la communauté, la voiture de Crèche Studio arriva pour l'emmener. C'était comme quitter un monde pour entrer dans un autre. À leur arrivée au studio, Oku avait les genoux tremblants. Elle n'avait jamais vu un studio, des murs blancs, de grandes lumières, des arrière-plans suspendus, des vêtements dans des sacs. Un autre univers. Elle enfila la tenue en herbe qu'elle et Sula avaient tissée quelques heures plus tôt. Elle n'était pas parfaite, mais elle avait une structure, un motif, quelque chose de nouveau, d'étrange, d'audacieux. Le photographe lui dit doucement. « Respire lentement. Tiens-toi comme si tu croyais que tu as ta place ici. » Au premier clic de l'appareil, elle se figea. Au second, elle cligna des yeux, essayant de contrôler sa peur. Au troisième, quelque chose se réveilla en elle. Elle releva le menton, posa avec intention, et fixa la caméra comme si elle défiait quiconque doutait d'elle. Les photos sortirent le soir même. Le lendemain matin, elles étaient partout en ligne. Certains designers se moquaient, disant qu'une robe en herbe était de la folie. D'autres affirmaient que c'était la naissance d'un mouvement. Les blogs débattaient de son identité. Les pages Instagram repostaient son image. Qui est cette fille vêtue d'herbe? D'où vient-elle? Une éditrice de mode anonyme tweeta. Voilà ce qu'est l'innovation réelle. En quelques jours, l'ami envoya un message. Nous ne pouvons pas la laisser partir. Elle est rare. Elle est le genre de fille dans laquelle on investit. Et ainsi, la porte s'ouvrit encore plus. Oku reçut une bourse de l'ami et de Crèche Studio pour étudier dans une académie de mode et de textile. Le jour où elle signa, sa main tremblait. Elle n'arrivait pas à croire que cela lui arrivait. À l'école de mode, elle n'apprit pas seulement la couture classique. Elle étudia les textiles, les fibres végétales, les sculptures portables, le raffia, le bambou, l'herbe. Elle apprit à teindre les fibres naturelles, à créer des motifs jamais vus. Elle devint obsédée par l'expérimentation. Elle travailla jour et nuit et développa son propre style, non pas avec de la dentelle ou des tissus populaires, mais avec la nature. En moins de 3 ans, le nom d'Oku traversa le Nigeria. Toutes les revues voulaient sa photo. Tous les défilés voulaient son histoire. On la surnomma la « fille en herbe devenue créatrice ». Et, pour une fois, elle n'en voulait pas. Ce nom lui rappelait d'où elle venait, et ce qu'elle avait survécu. Elle était forte, élégante, riche, éduquée. Elle avait vu des villes. Elle avait voyagé. Elle avait marché sur de vrais podiums, pas dans des marchés poussiéreux. Oku était désormais une célébrité de la mode. Puis un jour, elle sut qu'il était temps de revenir à Udukinshain. Elle voulait organiser un défilé dans la même communauté qui s'était autrefois moquée d'elle, non pas pour se venger, mais pour prouver que l'herbe pouvait s'élever plus haut que la soie. Elle prépara sa collection finale, entièrement inspirée par l'herbe, puis rentra. Le podium fut installé au centre de la communauté. Les chaises alignées. Les micros testés. Toute la population vint voir la nouvelle star de la mode. Même les garçons qui la traitaient autrefois comme une chèvre étaient présents. Certaines femmes étaient gênées en se rappelant leurs moqueries. Puis Oku arriva. Sa présence aspirait l'air. Calme. Confiante. Rayonnante d'un pouvoir silencieux. La belle-mère se fraya un chemin vers le premier rang. Elle portait le plus large sourire faux jamais vu, comme si c'était elle qui avait façonné la réussite d'Oku. Oku entra sur le podium dans une robe d'herbe lumineuse qu'elle avait mis 4 mois à fabriquer. La robe semblait presque faite de lumière. Les gens poussèrent des exclamations. Certains applaudirent même avant le début officiel du défilé. À chaque pas, Oku regardait les visages. Les mêmes qui riaient d'elle regardaient maintenant avec admiration et honte.
À la fin du défilé, elle fit sa révérence. Soudain, un cri transperça l'air. La belle-mère s'effondra. Les gens accoururent. La panique se répandit. Oku se jeta à genoux. Les yeux de la femme tremblaient de peur et de regret. Dans un souffle faible, elle dit « Pardonne-moi ». Oku prit sa main et répondit « Je te pardonne. Je laisse tout partir ». La belle-mère ferma les yeux et rendit son dernier souffle, là, devant la communauté qui avait été témoin de la cruauté dont elle avait fait preuve envers une enfant. Un silence brutal envahit l'air. Tout le monde comprit une vérité douloureuse. Le pardon n'efface pas les conséquences. Et c'était la morsure du destin. Après l'enterrement de Lady Modesta, Oku quitta de nouveau Udukinshain. Elle comprit quelque chose d'immense ce jour-là. La grandeur est plus douce lorsque la rancœur ne contrôle pas ton cœur. Et parfois, la récompense que la vie te donne n'est pas l'applaudissement, mais la force. Oku devint un symbole pour tous ceux qui entendirent son histoire. Même l'herbe peut devenir gloire, tant que tu crois en tes propres mains. Fin.